À travers l'histoire, nous avons été témoins de pandémies qui ont balayé des civilisations entières, modifiant le cours des nations, des empires et des cultures. Mais que se passe-t-il lorsque ces pandémies ne sont pas seulement un revers mineur, mais la force même qui dénoue les fondations de civilisations autrefois puissantes? Dans cette vidéo, nous explorerons 10 pandémies terrifiantes qui ont dévasté les civilisations anciennes, ne laissant derrière elles que des questions, des ruines et du mystère. Pour commencer, nous plongerons dans l'une des pandémies les plus meurtrières de l'histoire, la peste noire. Top 1. La peste noire. En octobre 1347, 12 navires marchands arrivèrent au port sicilien de Messine, transportant une cargaison de marchandises. Mais l'équipage à bord n'eut pas autant de chance. La plupart étaient déjà morts, et les quelques survivants étaient délirants, couverts de furoncles noirs et gonflés, suintant de pus et de sang. La peste noire était arrivée, un fléau qui allait anéantir un tiers de la population européenne. En un an, elle atteignit la France, l'Espagne et les îles britanniques, se déplaçant avec une rapidité terrifiante à travers le continent. La maladie, qui se propagea comme une traînée de poudre à travers les villes densément peuplées d'Europe, laissa la mort dans son sillage. Des familles entières furent retrouvées sans vie dans leurs maisons, tandis que des communautés entières furent dévastées. Dans des villes comme Londres, des charrettes étaient envoyées dans les rues pour collecter les morts, qui étaient empilés dans des fosses communes. L'odeur de la mort remplissait l'air, et on disait que par endroits, les morts étaient plus nombreux que les vivants. Ce qui rendait cette pandémie si terrifiante n'était pas seulement sa vitesse, mais sa nature mystérieuse. Les victimes développèrent de la fièvre, des frissons et des bubons douloureux, des grosseurs aux aisselles, au cou et à l'aine. Beaucoup mouraient en quelques jours, cherchant désespérément leur souffle et souffrant d'hémorragies internes. Certains présentaient même d'étranges symptômes neurologiques, s'emportant ou bafouillant avant de s'effondrer. Les médecins n'avaient aucune compréhension réelle de la maladie et les remèdes allaient de la saignée à l'inhalation d'émeraudes broyées. Rien ne semblait fonctionner. Les historiens et les scientifiques croient largement que la cause était la bactérie Yersinia pestis, transportée par les puces qui infestaient les rats noirs. Mais cette explication a été remise en question, car la maladie s'est propagée bien plus rapidement que la peste bubonique typique, atteignant des zones sans population de rats connus. Dans certaines régions, les gens mouraient dans les 24 heures suivant l'apparition des symptômes, ce qui suggère que la peste noire aurait pu être une souche beaucoup plus agressive, potentiellement aéroportée ou même hémorragique. La peste noire n'a pas seulement affecté la population européenne. Elle a eu de profonds impacts sociétaux, culturels et économiques. Les économies féodales s'effondrèrent, alors que les laboureurs mourèrent dans les champs et des classes sociales entières furent décimées. L'Église catholique perdit son autorité aux yeux de beaucoup, car le clergé périssait en masse et était incapable de fournir le réconfort spirituel d'autrefois. La panique et la superstition se propagèrent rapidement, certains blâmant les Juifs, d'autres les étoiles. L'un des plus grands mystères entourant la peste noire est peut-être la raison pour laquelle elle a disparu aussi vite qu'elle était venue. Dans les années 1350, elle avait largement disparu d'Europe pour ne réapparaître que sporadiquement au cours des siècles suivants avec une intensité moindre. S'agissait-il d'une mutation de la bactérie qui a fini par s'épuiser, ou y avait-il un ensemble de facteurs plus complexes en jeu? Changement climatique, guerre et commerce? Et pourquoi a-t-elle eu un impact aussi dévastateur sur l'histoire humaine? Top 2. La grande mortalité américaine. En 1519, des navires espagnols dirigés par Hernán Cortés débarquèrent sur les côtes de ce qui est aujourd'hui le Mexique. Avec moins de 1000 hommes, ils s'aventurèrent au cœur de l'empire aztèque. Un empire de millions de personnes, doté de cités de pierres massives, d'une agriculture sophistiquée et de systèmes sociaux complexes. Mais en seulement quelques années, ce ne sont ni la guerre ni les armes qui firent s'effondrer ce puissant empire. Ce fut quelque chose de bien plus insidieux, une force invisible qui balaya tout un continent. La maladie. Ce qui suivit allait être connu sous le nom de grande mortalité, l'événement de dépopulation le plus catastrophique de l'histoire enregistrée. Selon certaines estimations, plus de 90% de la population indigène des Amériques périt entre le début des années 1500 et le début des années 1600. Des civilisations entières disparurent.
En moins d'un siècle, des régions autrefois densément peuplées de villes, de réseaux routiers et de terres agricoles redevinrent des forêts silencieuses. Les témoignages oculaires de l'époque décrivent l'impact horrifiant de la maladie. Dans les villages, la moitié de la population était morte, les cadavres gisant sans sépulture, dévorés par les animaux. Les frères espagnols, souvent les seuls observateurs lettrés dans les régions reculées, relatèrent l'horreur. Fièvre soudaine, saignement du nez et des oreilles, vomissements de bile noire. Dans de nombreux cas, la maladie semblait tuer dans les jours suivant les premiers symptômes. Elle n'épargnait personne, chefs, prêtres, enfants et guerriers. La variole est souvent citée comme le principal coupable de la grande mortalité introduite par les Européens. Elle a indéniablement ravagé le centre du Mexique et les Caraïbes. Mais toutes les épidémies ne présentaient pas les mêmes symptômes. Certaines vagues de maladies, comme les célèbres épidémies de cocalistie de 1945 et 1976, causèrent une mort soudaine avec une déshydratation extrême, des saignements internes et des symptômes neurologiques. Le mot indigène nahuatl, cocoy, faisait référence à la peste ou à une grande maladie. Pourtant, l'agent pathogène exact reste non identifié. Les recherches modernes utilisant l'ADN ancien n'ont pas réussi à isoler un virus ou une bactérie connue responsable de ces épidémies spécifiques. Certains scientifiques suggèrent la possibilité d'une fièvre hémorragique originaire des Amériques. D'autres pensent qu'elle a pu être exacerbée par des changements climatiques et des conditions de sécheresse qui ont créé l'environnement idéal pour des mutations virales. Au-delà de la dévastation physique, les conséquences culturelles furent incommensurables. Des traditions orales entières furent perdues à mesure que des lignées entières s'éteignaient. L'architecture monumentale, autrefois florissante, fut abandonnée. Les temples devinrent silencieux et les langues cessèrent d'être parlées. Pour les étrangers, cette disparition était un mystère. Pour les survivants, c'était une apocalypse. La rapidité et l'ampleur de cette extinction furent si complètes qu'elles ont remodelé l'atmosphère terrestre. Des études suggèrent que la dépopulation des Amériques a contribué à une baisse mesurable des niveaux mondiaux de dioxyde de carbone. Avec moins d'humains pour cultiver et brûler les forêts, la végétation a reconquis des zones massives. Ce réensauvagement a peut-être même contribué à la tendance au refroidissement mondial connu sous le nom de petit âge glaciaire. La grande mortalité demeure une énigme biologique. Bien que beaucoup spéculent qu'elle provient du contact européen, certains indices suggèrent que des agents pathogènes indigènes auraient pu être présents bien avant, en sommeil jusqu'à ce que le stress environnemental et social les fasse remonter à la surface. Malgré des siècles d'études, aucune explication unique ne rend compte pleinement de la vaste diversité des symptômes ou de l'effondrement quasi total des populations autochtones. La grande mortalité n'était pas seulement un événement biologique, c'était une force qui a remodelé les Amériques, anéantissant des civilisations et des cultures entières dans son sillage. Et malgré les archives laissées par les missionnaires espagnols, elle reste l'une des pandémies les plus dévastatrices et pourtant les moins explorées de l'histoire. Top 3. La Suède anglaise. Au cours de l'été 1485, alors que l'Angleterre était au bord d'une guerre dynastique, une menace plus immédiate s'infiltra silencieusement dans ces villes. Elle débuta dans le port méridional de Dorset, se propageant rapidement vers l'intérieur des terres. Les victimes ressentaient un frisson soudain suivi d'une transpiration intense, de panique, de douleurs thoraciques et d'un besoin irrépressible de s'allonger. En quelques heures, beaucoup étaient morts. C'était la suette, une maladie si soudaine et violente que des hommes en bonne santé au petit déjeuner étaient morts au souper. La maladie frappa 5 fois entre 1485 et 1951, chaque épidémie terrifiant la population plus que la précédente. Contrairement à la peste, qui s'éternisait pendant des semaines, la Suède anéantissait souvent des communautés entières en quelques jours. Les nobles, les érudits et même la royauté ne furent pas épargnés. En 1502, le prince Arthur, le fils aîné d'Henri VIII, mourut soudainement, suspecté par beaucoup d'avoir succombé à la Suède. En 1528, la maladie se propagea jusqu'à Hambourg et l'Europe du Nord, mais curieusement, elle ne toucha jamais le sud de la France, l'Italie ou la Méditerranée. Ces symptômes étaient bizarres et typiquement anglais.
Les rapports décrivaient un sentiment de terreur accablant, des frissons froids, des vertiges, une soif intense et une oppression thoracique. Puis venait la transpiration profuse, si intense que les draps et les vêtements étaient trempés en quelques minutes. Les victimes s'effondraient souvent d'épuisement et beaucoup mouraient en 3 à 6 heures. Contrairement à la peste ou à la variole, il n'y avait pas de plaies, d'éruptions, de furoncles ou de bubons visibles, juste un effondrement interne. Les historiens ont proposé diverses théories sur la cause de la maladie, notamment l'anthrax, l'hantavirus, l'ergotisme et des variantes de l'influenza. Certains chercheurs l'ont même lié à une souche aujourd'hui éteinte du virus VIH, potentiellement propagé par les rongeurs pendant les bouleversements de la guerre des 2 roses. D'autres ont suggéré une maladie transmise par les tiques ou une maladie apparentée à la fièvre hémorragique moderne de Crimée-Congo. Pourtant, il ne reste aucun matériel génétique à tester, aucun échantillon à analyser, seulement des récits écrits et la peur. Ce qui est le plus mystérieux concernant la Suède, c'est la façon dont elle a soudainement disparu. Après la dernière épidémie majeure de 1551, la maladie s'évanouit complètement. Aucune région sur Terre n'a connu une autre épidémie présentant exactement les mêmes symptômes. Pour une maladie aussi mortelle et répandue, son extinction totale sans explication est aussi étrange que son arrivée rapide. L'aspect le plus troublant de la Suède est peut-être le peu de gens en dehors de l'Angleterre qui s'en souviennent aujourd'hui. Il n'y a pas de monument à ses victimes, pas de ville préservée ou de rituels publics. Seuls subsistent des lettres éparses, des registres funéraires et des témoignages de première main. Pour une maladie capable de tuer en quelques heures, on pourrait s'attendre à une marque plus durable sur l'histoire humaine. Au lieu de cela, elle est venue, a tué et a disparu, laissant derrière elle un vide dans les connaissances médicales qui n'a jamais été comblé. La Suède reste l'une des seules épidémies majeures de l'histoire de l'humanité, sans cause confirmée, sans agent pathogène survivant et sans origine claire. Elle reste un fantôme, enregistré, redouté et plus jamais revu. Top 4. La peste de Cyprien. En l'an 250 de notre ère, alors que l'Empire romain luttait contre l'instabilité politique et les invasions frontalières, un ennemi encore plus dévastateur apparut. Un ennemi qui ignorait les légions, les forteresses et les murs. Selon les sources anciennes, elle débuta dans la région de l'Éthiopie. En quelques semaines, la maladie balaya l'Égypte, puis l'Afrique du Nord et traversa la Méditerranée, ravageant Carthage, Rome et bien au-delà. Elle était si implacable, si dévorante, que même les soldats romains endurcis craignaient que les cieux ne se soient retournés contre eux. L'histoire s'en souvient sous le nom de peste de Cyprien. Le nom vient de Saint Cyprien, évêque de Carthage, qui a relaté la maladie en termes crus, presque apocalyptiques. Ces descriptions, conçues comme un avertissement théologique, sont devenues des indices vitaux pour les chercheurs modernes. Selon Cyprien, les victimes souffrirent de diarrhées sévères, de vomissements continus, d'une perte d'audition, d'une cécité partielle, de fièvre et de membres gangrenés. Les intestins sont secoués par des vomissements continuels, écrivait-il. Les yeux sont en feu par le sang infecté, et dans certains cas, les pieds ou d'autres membres sont emportés par la contagion. Ces symptômes rendaient la peste particulièrement horrifiante, car elle causait non seulement d'extrêmes souffrances physiques, mais laissait également aux victimes de graves séquelles neurologiques. Ce qui rendait la peste de Cyprien particulièrement terrifiante n'était pas seulement ses symptômes, mais son ampleur. À son apogée, elle aurait tué jusqu'à 5000 personnes par jour dans la seule ville de Rome. Dans un empire déjà fragilisé par les conflits internes, la guerre civile et l'effondrement économique, la peste amplifia chaque faiblesse. Les champs furent laissés à l'abandon, les villes délaissées et les armées diminuées. L'empereur Dèce, décédé en 251, fut l'un des nombreux à succomber pendant cette période, peut-être victime directe de la maladie. La réponse religieuse fut tout aussi transformatrice. Les Romains païens interprétèrent la peste comme un châtiment des dieux pour avoir négligé les anciens rites. Pendant ce temps, les communautés chrétiennes qui soignaient les malades, quelle que soit leur croyance, gagnèrent en crédibilité, en convertis et en influence. Certains historiens affirment que la peste de Cyprien fut un moment charnière dans la christianisation de l'Empire romain. La foi remplaça la peur. Dans de nombreux endroits, les autels furent détruits
et des églises furent construites là où se trouvaient autrefois des temples. Pourtant, l'agent pathogène derrière cette terreur antique reste inconnu. S'agissait-il de la variole, d'un virus hémorragique, ou peut-être même d'une forme d'encéphalite virale? Les symptômes décrits, en particulier les yeux sanglants et la nécrose progressive des membres, ont peu d'analogues directs dans les maladies modernes. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'une souche hautement virulente de fièvre hémorragique de type Ebola, mais aucune preuve définitive n'a été trouvée. L'héritage de la peste de Cyprien ne réside pas seulement dans son impact biologique, mais dans ses conséquences psychologiques et culturelles. La peste de Cyprien a remodelé l'Empire romain, ébranlant ses fondations religieuses, renversant des empereurs et laissant une traînée de bouleversements sociaux. Mais ses véritables origines et les raisons de sa virulence restent un mystère. Certains pensent qu'il s'agissait d'une tempête parfaite, changement climatique, pénurie alimentaire et mouvements d'armée et de population, créant les conditions idéales pour qu'une pandémie balaie l'Empire. Mais ce qui reste indéniable, c'est la façon dont cette peste a façonné le cours de l'histoire, en accélérant l'ascension du christianisme et en menant à la transformation finale du monde romain. Top 5. Les épidémies de Cocalisti. Dans les hautes vallées de la Nouvelle-Espagne, aujourd'hui connue sous le nom de Mexique, un ennemi invisible commença à se propager parmi les populations indigènes au milieu des années 1500. Des villages entiers devinrent silencieux, leurs habitants frappés par une maladie mystérieuse qui les laissait morts quelques jours après les premiers symptômes. Les habitants locaux l'appelaient Cocalisti, un mot nahuatl signifiant « grande peste ». La première vague majeure de cette maladie inconnue, au milieu des années 1540, tua entre 5 et 15 millions de personnes, décimant près de 80% de la population indigène restante. Puis en 1576, elle frappa de nouveau, coûtant la vie à des millions d'autres. Ce qui rendait les épidémies de Cocalisti si terrifiantes n'était pas seulement l'échelle de la mortalité, mais les symptômes. Les récits des missionnaires et des médecins espagnols brossaient un portrait hantant de la maladie. Les victimes développaient de fortes fièvres, des maux de tête sévères, des douleurs thoraciques et abdominales, ainsi qu'une soif intense. En quelques heures, elles commençaient à saigner des yeux, du nez et de la bouche. Dans de nombreux cas, la peau devenait jaune et la langue devenait noire. La mort survenait souvent dans les 3 à 4 jours, suivant les premiers symptômes. Et l'affliction semblait frapper avec une telle intensité qu'elle anéantissait des communautés entières en quelques jours. Contrairement aux maladies européennes telles que la variole ou la rougeole, qui présentaient des symptômes connus et des issues relativement prévisibles, l'épidémie de Cocalisti semblait être spécifiquement dévastatrice pour la population indigène. Les colons espagnols, vivant à proximité immédiate des zones touchées, étaient largement épargnés, ce qui renforça l'idée que la maladie était d'une certaine manière spécifique aux peuples autochtones. Des chercheurs modernes ont tenté d'identifier l'agent pathogène derrière le Cocalisti en analysant des restes squelettiques provenant de sites de sépultures connus, mais les résultats ont été peu concluants. Une étude publiée en 2018 a suggéré la présence de Salmonella enterica, une bactérie associée à la fièvre typhoïde, mais les symptômes décrits dans les rapports du XVIe siècle ne correspondent pas à la typhoïde moderne. D'autres théories proposent qu'il s'agissait d'une fièvre hémorragique, possiblement un virus originaire des Amériques, qui s'est depuis éteint. Certains scientifiques spéculent que la maladie pourrait avoir été une maladie zoonotique non documentée auparavant, transmise des animaux sauvages aux humains sous un stress environnemental extrême. Les méga-sécheresses prolongées du XVIe siècle, combinées à la perturbation des systèmes traditionnels de nourriture et d'eau due à l'occupation coloniale, pourraient avoir affaibli les systèmes immunitaires et créé des conditions idéales pour que l'agent pathogène prospère. Les restes physiques du Cocalisti sont rares. Les enterrements étaient précipités et des fosses communes étaient creusées sans cérémonie. Sur des sites comme Tipozcolula, Yucunda, un site mixtèque à Oaxaca, des archéologues ont découvert des centaines de squelettes empilés dans une seule cour d'église, tous datant de la période de l'épidémie. L'absence de signes de traumatisme ou de guerre suggère que les décès étaient purement dus à la maladie et aucune archive n'existe détaillant les conséquences culturelles ou politiques d'une telle dévastation. Ce qui est peut-être le plus inquiétant, c'est qu'après le XVIe siècle,
le Coca-Listi a simplement disparu. Aucune épidémie majeure n'a été enregistrée au Levant ou dans les Amériques pendant des centaines d'années. La maladie a brillé intensément et rapidement, puis s'est retirée dans l'ombre. Cette disparition soudaine sans explication est aussi étrange que son émergence rapide. Et l'héritage du Coca-Listi est encore plus profond. Il a joué un rôle majeur dans l'effondrement des sociétés indigènes dans les Amériques, avec des générations entières anéanties et des pratiques culturelles cruciales, des langues et des traditions perdues à jamais. À bien des égards, le Coca-Listi fut le véritable agent de la colonisation dans les Amériques, ouvrant la voie aux colons européens pour étendre leur contrôle. Top 6. La peste de Justinien. En 541 de notre ère, l'Empire byzantin, sous le règne de l'empereur Justinien Ier, était au sommet de sa puissance. L'Empire s'étendait de l'Afrique du Nord au haut plateau d'Arménie, et Constantinople, sa capitale, brillait de dômes dorés et de forums de marbre. Cependant, cette prospérité allait bientôt être interrompue par une force sans précédent. Elle commença discrètement dans la ville portuaire de Péluse, en Égypte, et en quelques semaines, la maladie s'était propagée à travers le bassin méditerranéen, atteignant l'Espagne, l'Italie et l'Afrique du Nord. C'était la peste de Justinien. Première pandémie enregistrée de peste bubonique, la peste de Justinien dévasta l'Empire romain d'Orient, tuant entre 25 et 50 millions de personnes. À son apogée, la maladie réclamait jusqu'à 10 000 vies par jour dans la seule Constantinople. Les symptômes étaient brutaux: forte fièvre, vomissements et ganglions lymphatiques enflés et douloureux, appelés bubons. Les victimes qui survivaient à la fièvre succombaient souvent à des infections secondaires, tandis que d'autres mouraient en quelques jours, laissant la ville dans le chaos. La peste eut également un coup psychologique, car les citoyens craignaient la colère des dieux et se tournaient vers des rituels religieux pour tenter d'apaiser le divin. L'un des aspects les plus troublants de la peste de Justinien était sa vitesse et sa portée. Elle se propagea plus rapidement que toute épidémie précédente, circulant à travers les camps militaires, les villes portuaires et les centres commerciaux, utilisant les réseaux mêmes qui faisaient la puissance de l'Empire byzantin. Malgré ses similitudes avec la peste noire ultérieure, la peste de Justinien fut plus persistante, revenant par vagues pendant près de 2 siècles. Chaque réapparition de la maladie affaiblissait davantage l'Empire, perturbant le commerce, l'agriculture et les campagnes militaires. Les effets économiques et politiques furent profonds. Alors que la maladie ravageait la population, les recettes fiscales diminuèrent et les armées de l'Empire furent décimées. Les plans ambitieux de Justinien pour reconquérir l'Empire romain d'Occident vacillèrent alors que ses soldats et ses généraux tombaient malades. La famine suivit la maladie, les champs n'étant plus labourés et les récoltes laissées à pourrir. Mais l'impact de la maladie ne fut pas seulement biologique. Il remodela le paysage politique de l'Empire. L'empereur lui-même tomba malade, bien qu'il ait survécu, ce qui ne fut pas le cas de nombre de ses contemporains. Des chercheurs modernes ont émis l'hypothèse que la peste de Justinien aurait pu être exacerbée par des facteurs environnementaux, notamment l'éruption d'un volcan en 536 de notre ère, qui provoqua un refroidissement mondial. Ce refroidissement aurait perturbé les populations de rongeurs, les forçant à migrer et propageant ainsi les puces porteuses de Yersinia pestis, la bactérie responsable de la peste. Cependant, certains pensent que l'agressivité de la souche et la rapidité de sa propagation pourraient indiquer des facteurs supplémentaires, possiblement une combinaison de changements climatiques et d'augmentation des migrations humaines. Malgré la dévastation, la peste de Justinien ne marqua pas la fin de l'Empire byzantin. Elle affaiblit l'Empire de manière significative, le laissant plus vulnérable aux attaques d'envahisseurs comme les Perses et, plus tard, à l'essor de l'islam. Mais à bien des égards, l'Empire ne retrouverait jamais sa force d'antan. La peste a non seulement décimé la population, mais a également laissé des cicatrices psychologiques et sociales qui mirent des siècles à guérir. La peste de Justinien changea le cours de l'histoire, affaiblissant l'un des plus grands empires du monde et altérant à jamais le tissu de la société méditerranéenne. Top 7. La peste antonine. En 165 de notre ère, l'Empire romain était au sommet de sa puissance, s'étendant sur 3 continents et contrôlant une grande partie du monde connu. Mais alors que les légions romaines revenaient de victorieuses de campagne en Orient, elles rapportaient avec elles non seulement les butins de guerre,
mais quelque chose de bien plus mortel. Un passager invisible qui allait bientôt engloutir l'Empire. La peste antonine, l'une des pandémies les plus meurtrières de l'histoire romaine, commença son voyage mortel alors que les soldats des provinces orientales retournaient en Italie, transportant l'agent pathogène sans le savoir. La peste antonine, nommée d'après la dynastie régnante des Antonins, ravagea l'Empire pendant près de 15 ans, tuant environ 5 à 10 millions de personnes. Les symptômes de la maladie étaient brutaux. Forte fièvre, diarrhée, éruptions cutanées et croûtes noires couvrant le corps. Les victimes souffraient souvent d'infections secondaires et beaucoup d'entre elles mouraient en l'espace de quelques jours. Galien, le célèbre médecin romain, documenta la maladie, décrivant sa propagation et ses effets mortels. Ces récits constituent l'un des rares témoignages de cette maladie mystérieuse, que les chercheurs modernes considèrent comme une épidémie de variole. Ce qui distinguait la peste antonine était son timing et la façon dont elle se propagea si rapidement à travers les camps militaires romains, les villes portuaires et les centres commerciaux. Alors que la maladie se propageait depuis les provinces orientales, elle fit son chemin vers l'ouest, ravageant de vastes populations dans des endroits comme Rome, Athènes et Alexandrie. L'armée, qui avait été l'épine dorsale de Rome, subit des pertes importantes. Le recrutement s'essouffla et les campagnes militaires furent retardées. L'économie commença également à s'effondrer car la main-d'œuvre était décimée par la peste, entraînant des pénuries généralisées de fournitures et de nourriture. L'impact psychologique de la peste antonine fut immense. Alors que soldats et civils tombaient malades, la peur se propagea dans tout l'Empire. La capitale impériale, Rome, connut une perte massive de vies humaines et l'infrastructure de l'Empire commença à s'affaiblir. Avec de nombreux citoyens mourant dans leurs maisons, les enterrements de masse devinrent une vision courante. Cette perte de vie dévastatrice causa une instabilité, particulièrement dans les régions déjà aux prises avec des troubles civils et des menaces extérieures de tribus barbares. L'impact sociétal de la peste fut tout aussi profond. Les pratiques religieuses païennes déclinèrent, car les dieux étaient perçus comme impuissants à arrêter le fléau. Pendant ce temps, le christianisme, alors une religion croissante mais marginale, commença à gagner en influence. La réponse chrétienne à la peste fut empreinte de soin et de compassion pour les malades, quelle que soit leur foi, ce qui attira de nouveaux convertis au mouvement. Certains historiens pensent que cette peste a joué un rôle significatif dans la propagation finale du christianisme à travers l'Empire, car les communautés chrétiennes acquirent la réputation de soigner les malades d'une manière que l'État romain ne pouvait égaler. Bien que la peste ait fini par s'apaiser, ses effets se firent sentir pendant des générations. La peste antonine affaiblit l'Empire romain et préfigura les crises plus dévastatrices à venir. Le bilan des morts, combiné à la perte de puissance militaire et à l'érosion des structures sociales, contribua au déclin final de l'Empire. Top 8. La peste d'Athènes. En l'an 430 avant notre ère, la guerre du Péloponnèse faisait rage, et Athènes était assiégée par les Spartiates. Alors que la population de la ville s'entassait à l'intérieur de ses murs pour échapper à l'ennemi qui avançait, un ennemi encore plus grand, un ennemi qu'on ne pouvait combattre avec des boucliers ou des lances, frappa. Il commença dans le port du Pirée, la principale porte d'entrée d'Athènes pour la nourriture et les fournitures, et en quelques jours, il se propagea à travers la ville surpeuplée, décimant la population. C'était la peste d'Athènes, l'une des premières pandémies enregistrées de l'histoire, et ses effets dévastateurs allaient changer le cours de l'histoire grecque. La maladie, qui tua jusqu'à 100 000 personnes, soit environ un quart de la population d'Athènes, frappa avec une rapidité horrifiante. Ces symptômes ne ressemblaient à aucune maladie connue à l'époque. Les victimes ressentaient d'abord une forte fièvre, avaient les yeux rouges et enflammés, et une gorge si irritée qu'elle empêchait de parler. Cela était suivi d'éternuements incontrôlables, de toux et de vomissements. Beaucoup souffraient de convulsions violentes, d'une soif intense et, à des stades ultérieurs, de gangrène aux extrémités. Certains perdirent même la mémoire et la vue. L'odeur de la mort remplissait l'air alors que les rues de la ville se jonchèrent de cadavres. Le récit le plus vivant de la peste nous vient de l'historien Thucydide, qui non seulement survécut à l'épidémie, mais la documenta également dans son œuvre « La guerre du Péloponnèse ». Thucydide, qui fut témoin direct des effets,
décrivit comment la maladie n'épargnait ni les pauvres ni les riches, emportant la vie de politiciens, de soldats et de citoyens ordinaires. Le bilan écrasant des morts fit s'effilocher le tissu social d'Athènes. Avec tant de morts, les pratiques religieuses traditionnelles furent abandonnées et les rites funéraires négligés. L'ordre moral et social de la ville s'effondra, alors que les gens, saisis par la peur, se tournaient vers le non-droit et le désespoir. Certains érudits ont émis l'hypothèse que la maladie était une forme de typhus, introduite dans la ville par les masses de personnes cherchant refuge contre le siège spartiate. D'autres suggèrent qu'il pourrait s'agir de la variole, ou même d'une fièvre hémorragique. L'identité réelle de la peste reste incertaine, car aucune preuve physique de la maladie n'a survécu jusqu'à l'ère moderne. Cependant, l'analyse de l'ADN de sites funéraires antiques à Athènes pourrait offrir quelques éclaircissements sur les origines de l'agent pathogène. L'impact de la peste d'Athènes s'étendit au-delà de son bilan immédiat. La mort de Périclès, le dirigeant de la ville et l'un de ses plus grands stratèges militaires, laissa Athènes vulnérable à un moment critique de la guerre. La peste contribua également à la défaite finale d'Athènes par Sparte, car le moral et les ressources de la ville étaient sévèrement épuisés. Athènes, autrefois phare de la démocratie et des accomplissements intellectuels, fut laissée handicapée par cet ennemi invisible. Dans une société qui valorisait la raison, la logique et la philosophie, la peste posa un défi existentiel. Pour beaucoup, la nature soudaine et inexplicable de la maladie était le signe que les dieux les avaient abandonnés. Cette perte de foi dans le divin, combinée à la destruction du leadership de la ville, marqua un tournant dans l'histoire d'Athènes. La peste d'Athènes, contrairement à tout autre événement de son époque, révéla la fragilité des civilisations même les plus puissantes et les plus prospères. Top 9. La peste d'Amwas du califat Rachidoun. En 639 de notre ère, alors que le premier califat islamique Rachidoun s'étendait rapidement, une épidémie mortelle frappa le Levant, affectant particulièrement la région d'Amwas, dans l'actuelle Palestine. Cette peste, qui coûta la vie à des milliers de personnes, dont de nombreux hauts fonctionnaires et compagnons du prophète Mahomet, eut un impact significatif sur le cours de l'histoire islamique. Elle perturba les campagnes militaires et laissa une cicatrice profonde sur le jeune État islamique. La peste d'Amwas, bien que souvent éclipsée par d'autres pandémies de l'histoire, laissa une marque unique sur le monde islamique émergent. Les premières sources islamiques décrivent la peste en détail, notant qu'elle causait une fièvre intense, des hémorragies internes et une mort subite. Un observateur écrivit qu'elle consumait les soldats comme le feu consume le bois. La maladie se propagea rapidement parmi l'armée musulmane stationnée dans la zone, éliminant des figures clés, notamment Abu Ubaïda Jarrah, l'un des compagnons du prophète et un général éminent de l'armée Rachidoun. Sa mort marqua un tournant, car il était l'un des chefs militaires les plus capables du califat, et sa perte perturba la structure de commandement à un moment critique. Ce qui rend la peste d'Amwas historiquement significative n'est pas seulement son timing, mais ses conséquences politiques. L'armée Rachidoun, qui avait récemment conquis de vastes territoires sur l'Empire byzantin, fut forcée d'arrêter sa progression en Syrie et au-delà en raison de l'épidémie. La maladie frappa avec une telle force que le calife Oumar ibn al-Khattab, craignant une propagation accrue, aurait refusé d'entrer dans la région touchée, citant l'instruction du prophète de ne pas entrer ni fuir une terre affligée par la peste. Cette décision, combinant principes religieux et logique précoce de santé publique, empêcha une exposition supplémentaire, mais elle ralentit également l'expansion rapide du califat Rachidoun. La peste d'Amwas constitue un moment pivot de l'histoire islamique. L'élite militaire du califat, qui avait été essentielle à son expansion, fut décimée par la maladie, forçant une réorganisation de l'armée et des changements de direction. Ces changements eurent des répercussions qui façonnèrent l'avenir politique et militaire de l'État islamique. Malgré cette grande perte, l'événement eut également un impact spirituel durable. Dans la tradition islamique, ceux qui meurent de la peste sont considérés comme des martyrs, et les fidèles qui périrent à Amwas reçurent un statut spirituel spécial, renforçant le rôle de la foi pendant les crises. Les historiens modernes pensent que la peste était très probablement une forme de peste bubonique causée par la bactérie Yersinia pestis, la même bactérie responsable de la peste noire ultérieure. Les symptômes de gonflement des ganglions lymphatiques et de mort rapide
correspondent au profil de la peste bubonique. Mais d'autres sources suggèrent la possibilité d'un agent pathogène différent. Quel que soit le mal exact, l'impact sur le califat rachidoun fut profond. La peste d'Amwas est tombée dans l'oubli en dehors des cercles académiques, mais ses effets sur le monde islamique naissant furent immenses. Elle remodela le commandement militaire, modifia le cours de l'expansion territoriale et laissa une marque indélébile sur l'histoire de l'Empire islamique. Top 10. La peste d'Emmas du califat rachidoun. En l'an 639 de notre ère, quelques mois seulement après la dévastatrice peste d'Amwas, une autre épidémie se propagea à travers le Levant, centrée cette fois autour de la ville d'Emmas, près de Jérusalem. Bien qu'elle soit souvent confondue avec la peste d'Amwas, en raison de la géographie et de la chronologie superposée, de nombreuses sources historiques traitent l'épidémie d'Emmas comme un événement distinct avec ses propres schémas de dévastation et sa propre signification spirituelle. Cette seconde vague de peste allait approfondir la crise à laquelle faisait face le jeune califat rachidoun et consolider l'an 639 comme une année de mortalité sans précédent dans le monde islamique primitif. La peste se propagea rapidement dans les rangs de l'armée musulmane, stationnée dans la région, frappant soldats, chefs et civils. Les symptômes étaient similaires à ceux de l'épidémie précédente. Fièvre intense, gonflement du cou et de l'aine, délire sévère et mort subite. Des soldats rapportèrent se sentir fiévreux et faibles, mourant souvent en une seule journée après être tombés malades. Un observateur décrivit comment une compagnie entière de soldats, stationnés près des masses, fut anéantie en moins d'une semaine, sans jamais avoir rencontré de forces ennemies. La maladie se déplaça comme un feu de forêt, balayant la population et décimant à la fois les militaires et les civils. Ce qui rend la peste des masses particulièrement significative n'est pas seulement la vitesse et l'ampleur de la maladie, mais les conséquences psychologiques et politiques qu'elle laissa dans son sillage. L'armée rachidoune, qui avait déjà subi des pertes considérables lors de l'épidémie précédente, fut une fois de plus plongée dans le désarroi. Des chefs militaires de haut rang, déjà affaiblis par la première vague de peste, furent abattus, créant un vide de pouvoir dans la région. Alors que la peste réclamait la vie de l'élite militaire, une réorganisation du commandement devint nécessaire et de nouveaux commandants durent être nommés. La peste provoqua également une panique généralisée et les soldats musulmans qui s'étaient battus pour étendre les territoires du califat furent contraints d'arrêter leur campagne. Dans certaines zones, des villages entiers furent abandonnés alors que les gens fuyèrent de peur, incertains de pouvoir survivre à la propagation implacable de la peste. Ce qui était autrefois une force militaire mobile et en expansion rapide était désormais paralysé par la maladie. Ce retard dans les campagnes militaires aurait des effets durables sur la croissance du califat rachidoun. Les érudits religieux de l'époque décrivirent la peste comme une épreuve divine, l'interprétant comme un test d'Allah. Beaucoup croyaient que ceux qui périssaient dans la peste étaient des martyrs, tandis que d'autres y voyaient une forme de rétribution divine. Cette vision renforça la résilience de la foi islamique, car les survivants trouvèrent du réconfort dans la conviction que leur souffrance faisait partie d'un plan divin supérieur. Bien que la peste des masses ait fini par s'atténuer, ses effets furent profonds et durables. Contrairement aux épidémies antérieures de peste noire ou de peste antonine, l'épidémie des masses ne laissa pas derrière elle de sites de sépulture de masse ou de preuves archéologiques claires de sa dévastation. Ce qui subsiste aujourd'hui sont des récits fragmentés issus des premières sources islamiques, notant les taux de mortalité élevés, les bouleversements sociaux et le changement dans la dynamique du pouvoir au sein du monde islamique primitif. Malgré le manque de preuves concrètes, la peste d'Emmas du califat rachidoun demeure un événement critique dans l'histoire primitive de l'islam, illustrant comment la maladie, plus que la conquête militaire, peut remodeler le paysage politique et spirituel d'un empire. Les 10 pandémies que nous avons explorées sont plus que de simples événements historiques. Ce sont des tournants monumentaux qui ont remodelé le cours de l'histoire humaine. Ces épidémies n'ont pas seulement anéanti des populations, elles ont altéré le destin de civilisations entières. De la peste noire en Europe à la grande mortalité dans les Amériques, en passant par les pestes qui ont décimé les empires romains et islamiques primitifs, ces pandémies n'étaient pas de simples événements biologiques. C'étaient des forces cataclysmiques
qui ont remodelé les paysages politiques, culturels et religieux. Chaque pandémie a eu son propre impact unique, mais ce qui les lie entre elles est le pouvoir dévastateur qu'elles ont exercé sur l'humanité, mettant à genoux des empires entiers. La peste noire a brisé l'ordre social de l'Europe, tandis que la peste antonine a affaibli l'Empire romain jusqu'à le rendre vulnérable. Les épidémies de cocalistie au Mexique ont anéanti des civilisations qui prospéraient depuis des siècles, et les pestes des Rachidounes ont radicalement modifié la trajectoire de l'expansion islamique. Mais l'aspect le plus troublant de ces pandémies est peut-être le mystère qui les entoure. Pourquoi certaines de ces maladies ont-elles disparu si rapidement? Quelles étaient les causes réelles de ces catastrophes antiques et pourquoi certaines restent-elles si mal comprises encore aujourd'hui? Alors que la science moderne continue de démêler les mystères des maladies anciennes, il nous est rappelé que les forces les plus destructrices de l'histoire ne sont pas toujours les plus évidentes. Parfois, elles arrivent silencieusement, sans avertissement, et laissent une trace de dévastation qui résonne à travers les siècles. Ces pandémies nous montrent que la force d'une civilisation ne se mesure pas seulement à sa puissance militaire ou à sa richesse, mais à sa résilience face à des forces échappant au contrôle humain. Bien que nous ayons fait de grands progrès en médecine, les mystères de ces maladies anciennes nous rappellent qu'il reste encore beaucoup de choses que nous ignorons, et que les événements les plus dévastateurs de l'histoire sont souvent ceux que nous pouvons le moins expliquer. Les forces les plus meurtrières de l'histoire ne sont pas toujours les plus bruyantes. Parfois, elles arrivent discrètement, avec une fièvre, une toux, un silence. Et la question demeure, quelles autres pandémies ont façonné le cours de la civilisation humaine, ne laissant aucune trace sinon les échos de leur dévastation?